J'ai laissé mon mari à l'aéroport. Il partait au Canada pour affaires. Il m'a dit « Adieu, chérie, je t'aime, on se voit dans 7 jours ». Et il est entré. Mais 30 minutes après, j'ai reçu une photo et un message. « Ton mari ne devrait-il pas être dans l'avion maintenant ?» Je suis restée sans voix. Mais je n'ai rien dit. Ce que j'ai planifié pendant ces 7 jours a tout changé. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie, j'ai 58 ans et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie, celle qui a tout changé. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci du fond du cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter. J'ai laissé Laurent à l'aéroport Charles de Gaulle ce matin-là. Il faisait froid, le ciel était gris et une pluie fine commençait à tomber sur Paris. Je me souviens de chaque détail, chaque mot, chaque regard, parce que c'était la dernière fois que je le regardais avec amour. Nous étions mariés depuis 32 ans. 32 ans de vie commune, de projets, de rires, de disputes parfois, mais surtout de confiance. Je lui faisais confiance, entièrement, aveuglément, peut-être trop. Laurent était consultant en entreprise. Il travaillait beaucoup, rentrait tard, voyageait souvent. Je ne posais jamais de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était mon mari, l'homme que j'avais épousé à 26 ans, le père de mes enfants, mon partenaire de vie. Ce matin-là, il m'a dit qu'il partait au Canada pour une semaine. Une série de réunions importantes avec des clients potentiels. Je l'ai conduit à l'aéroport dans notre voiture, une vieille Peugeot qui nous accompagnait depuis des années. Le trajet a été silencieux, paisible. Il regardait par la fenêtre. Je conduisais en pensant à tout ce que j'allais faire pendant son absence. Peut-être voir mes amis, lire ce livre que je repoussais depuis des mois, réorganiser le bureau. Nous sommes arrivés devant le terminal. Je me suis garée dans la zone de dépose rapide. Laurent a sorti sa valise du coffre et je suis sortie de la voiture pour lui dire au revoir. Il m'a regardée avec ce sourire que je connaissais si bien, ce sourire chaleureux, rassurant. « Adieu, chérie. Je t'aime. On se voit dans 7 jours. » Il a posé ses mains sur mes joues, m'a embrassée doucement. J'ai fermé les yeux, savourant ce moment. J'avais glissé dans sa poche la veille un petit mot que j'avais écrit. « 7 jours vont sembler une éternité. Je t'aime, mon amour. Reviens-moi vite. » Il l'avait lu le matin et m'avait remercié avec les larmes aux yeux. « Prends soin de toi, Laurent. Appelle-moi dès que tu arrives. Promis. » Il a attrapé sa valise, m'a fait un dernier signe de la main et a disparu à l'intérieur du terminal. Je suis remontée dans la voiture, le cœur un peu serré. 7 jours sans lui. Ça allait être long. J'ai pris la route du retour. Le périphérique était embouteillé comme toujours. J'ai mis la radio. Une vieille chanson de Jacques Brel jouait. J'ai chantonné machinalement, pensant déjà à ce que j'allais préparer pour le dîner. Je suis arrivée à la maison environ 40 minutes plus tard. Notre appartement dans le Marais, celui que nous avions acheté il y a 20 ans. J'ai enlevé mon manteau mouillé, posé mon sac sur le canapé et suis allée directement à la cuisine pour me faire un thé. La bouilloire sifflait quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de Camille, ma meilleure amie depuis l'université. Nous nous connaissions depuis 40 ans. Elle était comme une sœur pour moi. « Émilie, je dois te montrer quelque chose. Pardon de faire ça comme ça. » Mon cœur a eu un petit raté. Le ton était étrange, inquiet. Puis un deuxième message est arrivé. Une photo. J'ai lâché ma tasse. Elle s'est fracassée sur le sol carrelé dans un bruit qui a résonné dans toute la cuisine. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'accrocher au bord de l'évier pour ne pas tomber. Sur la photo, Laurent. Devant l'hôtel Plaza Athénée, l'un des hôtels les plus luxueux de Paris. Mais il n'était pas seul. À côté de lui, une femme blonde, jeune, élégante, vêtue d'une robe rouge moulante. Il riait. Leurs mains étaient enlacées. Il la regardait exactement comme il m'avait regardé ce matin. Le message suivant est arrivé immédiatement. « Ton mari ne devrait-il pas être dans l'avion maintenant ?» J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis laissé glisser contre le mur de la cuisine, les éclats de porcelaine autour de moi, le téléphone serré dans ma main.
Mon cœur battait si fort que j'entendais chaque pulsation dans mes oreilles. J'ai appelé Camille. Ma voix était cassée, à peine audible. « Camille, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était chargée de tristesse et de colère. « Émilie, je suis tellement désolée. Je sortais d'une réunion au Plaza, et je l'ai vue, entrant dans l'hôtel, avec elle. Ils se tenaient à la main. Ils riaient comme un couple, Émilie. J'ai pris la photo parce que je savais que tu ne me croirais pas sinon. Mais son avion a décollé il y a une demi-heure. Il est au Canada. » « Non, Émilie, il n'est pas au Canada. Il est ici, à Paris, au Plaza Athénée, avec cette femme. » Silence, juste ma respiration saccadée et le bruit lointain de la circulation dehors. Les souvenirs ont commencé à affluer. Tous ces soirs où il rentrait tard avec une excuse parfaite. Dîner avec un client important, chérie. Réunion qui s'est prolongée. Négociations complexes. Les parfums différents que je sentais parfois sur ses vêtements. Les appels qu'il prenait dans une autre pièce, les week-ends où il devait travailler. Et moi, stupide, confiante, je croyais tout. Je ne posais jamais de questions. J'ai raccroché. Je suis restée assise par terre dans ma cuisine, les morceaux de ma tasse brisés autour de moi, regardant cette photo sur l'écran de mon téléphone. Une larme a coulé, puis une autre. Mais quelque chose en moi a changé. La douleur a commencé à se transformer. La tristesse s'est refroidie en quelque chose de plus dangereux. La détermination. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. J'ai regardé encore une fois la photo. Laurent souriant. Heureux. Insouciant. Sans aucun remords. 7 jours. J'ai murmuré à voix basse, ma voix devenant glaciale. Tu m'as donné 7 jours, Laurent. Et pour la première fois depuis la découverte, j'ai souri. Un sourire froid, calculateur. À 58 ans, après 32 ans de mariage, j'allais lui montrer que sous-estimer sa femme était la plus grande erreur de sa vie. J'ai ramassé les morceaux de porcelaine. J'ai nettoyé le sol. J'ai pris mon ordinateur portable. Je me suis installée à la table de la salle à manger. Et j'ai commencé à planifier. 7 jours. Il m'avait donné 7 jours. Et j'allais utiliser chaque seconde. La nuit est tombée sur Paris. Mais je ne l'ai pas senti. J'étais assise à la table de la salle à manger depuis des heures, mon café refroidi à côté de moi, l'ordinateur portable ouvert, des blocs-notes éparpillés partout. La lumière de l'écran illuminait mon visage pâle, mais mes yeux brillaient d'une détermination que je ne me connaissais pas. Laurent pensait que j'étais naïve, qu'il pouvait me mentir facilement, que j'attendrais sagement à la maison pendant 7 jours sans me douter de rien. Il avait tort. Terriblement tort. J'étais architecte. Toute ma vie, j'avais travaillé avec des détails, des mesures précises, des plans millimétriques. Chaque bâtiment que j'avais conçu reposait sur des calculs exacts, une planification rigoureuse. Et maintenant, cette précision allait être utilisée contre lui. Première étape, l'information. Connaître l'ennemi. Comprendre l'ampleur de sa trahison. J'ai ouvert notre compte bancaire joint. Nous l'avions depuis toujours. Je n'y prêtais jamais vraiment attention. Laurent gérait les finances. Mais maintenant, je regardais chaque ligne avec des yeux neufs. Et là, je les ai vus. Les retraits. Fréquents. Réguliers. Petites sommes d'abord. Quelques centaines d'euros. Puis de plus en plus. Toujours en espèces. Toujours sans explication. En les additionnant sur les 6 derniers mois, j'ai réalisé qu'il avait retiré plus de 50 000 euros. 50 000 euros que je n'avais jamais remarqués. J'ai noté tout. Les dates, les montants, les schémas. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient instables. J'étais dans ma zone. Celle où je résolvais des problèmes complexes, où je trouvais des solutions. Ensuite, j'ai ouvert sa boîte mail. Je connaissais son mot de passe depuis des années. Il ne l'avait jamais changé. Pourquoi l'aurait-il fait? Il me faisait confiance. Ou plutôt, il ne me considérait pas comme une menace. J'ai fouillé dans ses messages. Il y avait des dizaines de conversations supprimées, mais certaines étaient encore dans la corbeille. Les hommes sont parfois si négligents. Et je l'ai trouvé. Le mail de confirmation. Réservation confirmée. Hôtel Plaza Athénée. Suite présidentielle. 7 jours. Clients. Laurent et Chloé. Chloé. Elle avait même un nom maintenant.
J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. La rage montait, brûlante, suffocante, mais je l'ai repoussée. La colère ne servait à rien. La froideur, oui. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé des échanges d'emails entre Laurent et cette Chloé. Professionnels en apparence, mais avec des sous-entendus évidents pour qui savait lire entre les lignes. J'ai hâte de notre prochain projet ensemble. Cette réunion était productive. Des émojis discrets, des rendez-vous arrangés. J'ai découvert qu'elle travaillait dans la même entreprise de conseil que Laurent. Assistante marketing, 28 ans, jeune, belle, ambitieuse. J'ai ouvert son profil Instagram. Il était public. Quelle erreur. Les jeunes partagent tout sur les réseaux sociaux sans réfléchir. Photo après photo. Restaurants chics, voyages, vêtements de luxe, champagne. Et là, une photo récente devant la Tour Eiffel. Légende. Paris est toujours une bonne idée. Commentaire de Laurent. La meilleure idée. Avec un emoji cœur. Mon estomac s'est retourné, mais je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. J'ai pris un nouveau cahier. Un beau cahier à couverture noire que j'utilisais pour mes esquisses d'architecture. J'ai écrit en haut de la première page avec une écriture ferme, précise, plan, 7 jours, et j'ai commencé à écrire. Chaque action, chaque mouvement, chaque pièce du puzzle. Jour 1, reconnaissance, information, comprendre. Jour 2, allier, trouver de l'aide professionnelle. Jour 3, investigation approfondie, preuve. Jour 4, sécuriser mes biens, bloquer ses plans. Jour 5, contre-attaque légale. Jour 6, préparation finale. Jour 7, confrontation. J'ai relu mon plan. Il était méthodique, précis, sans émotion, exactement comme je concevais mes bâtiments. Fondation solide, structure stable, finition impeccable. Laurent avait complètement sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Il me voyait comme la douce Émilie, l'épouse fidèle, l'architecte discrète qui travaillait dans l'ombre pendant qu'il brillait en société. Il avait oublié que les architectes construisent des empires, et quand il le faut, ils peuvent aussi les détruire. J'ai regardé l'heure. 2 heures du matin. Je n'avais pas sommeil. L'adrénaline me maintenait éveillée. J'ai ouvert à nouveau la photo que Camille m'avait envoyée. Laurent et cette Chloé, main dans la main, souriant. « Profite bien de tes 7 jours, Laurent », j'ai murmuré en regardant l'écran. « Parce que quand ils seront terminés, ta vie ne sera plus jamais la même. » J'ai fermé l'ordinateur, j'ai ramassé mes notes, je les ai rangées soigneusement dans un dossier que j'ai caché au fond de mon armoire de bureau, derrière mes anciens plans d'architecture. Personne ne penserait à chercher là. Puis je suis allée dans la chambre. Notre chambre, celle où nous avions dormi ensemble pendant 32 ans. Je me suis allongée sur le lit, tout habillée, et j'ai regardé le plafond. Pour la première fois depuis des années, je me suis vraiment regardée. Qui étais-je devenue ? Cette femme qui acceptait tout, qui ne posait jamais de questions, qui faisait confiance aveuglément. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas l'Émilie que j'étais à 26 ans, celle qui avait des rêves, des ambitions, de la fierté. Quelque part, au fil des années, je m'étais perdue. J'avais mis ma vie en pause pour soutenir la sienne. J'avais sacrifié mes projets pour les siens. Et maintenant, il me jetait comme un vieux meuble dont on n'a plus besoin. Mais non, pas cette fois. Cette fois, j'allais me battre, et j'allais gagner. Le sommeil est finalement venu, juste avant l'aube. Un sommeil court, mais profond. Quand je me suis réveillée à 7 heures, j'avais l'esprit clair. Le plan était en marche. J'ai pris une douche chaude, je me suis habillée avec soin. Un tailleur élégant, du maquillage léger, mes cheveux gris attachés en un chignon strict. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air professionnelle, déterminée. Forte. « C'est parti !» j'ai dit à mon reflet. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Camille. « On peut se voir aujourd'hui ? J'ai besoin de ton aide. C'est important. » Sa réponse est arrivée presque immédiatement. « Bien sûr. Café près de la Sorbonne à 10 heures. Parfait, merci. » J'ai attrapé mon sac, mes documents, et je suis sortie de l'appartement. Paris s'éveillait doucement sous un ciel gris. Les rues étaient encore calmes, presque paisibles. Mais moi, j'étais en guerre.
Une guerre silencieuse. Une guerre que Laurent ne verrait pas venir. Et quand il réaliserait ce qui se passait, il serait déjà trop tard. Dans le métro bondé qui m'emmenait vers le quartier latin, j'ai serré mon sac contre moi. À l'intérieur, tous les documents qui allaient sceller son destin. J'ai pensé à lui, probablement encore endormi dans sa suite luxueuse avec cette femme. Insouciant. Heureux. Sans se douter une seule seconde que sa femme de 58 ans, celle qu'il croyait docile et naïve, était en train de préparer sa chute. Un sourire a effleuré mes lèvres. Un sourire que personne n'aurait reconnu. Froid, déterminé, dangereux. Les 7 jours les plus longs de la vie de Laurent venèrent de commencer. Et il ne le savait même pas encore. Le café près de la Sorbonne était petit, discret, avec ses tables en bois usées et son odeur de café fraîchement moulu. C'était notre endroit, à Camille et moi. Nous y venions depuis nos années d'université, il y a 40 ans. Combien de fois avions-nous refait le monde ici, entre 2 cours d'architecture et de droit? Je suis arrivée la première. J'ai commandé un café noir et me suis installée au fond, dos au mur, face à l'entrée. Une vieille habitude. J'aimais voir qui entrait. J'aimais contrôler mon environnement. Camille est arrivée 10 minutes plus tard, le visage inquiet, les cheveux en bataille à cause du vent. Elle m'a serré dans ses bras longuement, fort. « Comment vas-tu ? Je n'ai pas dormi de la nuit en pensant à toi. » Je me suis écartée et j'ai souri. Un sourire étrange, trop calme, presque troublant. Je vais bien, mieux que je ne l'aurais imaginé. Camille a froncé les sourcils, confuse. Elle s'est assise en face de moi. « Émilie, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti une épaisse chemise remplie de documents soigneusement organisés. Relevés bancaires, contrats, registres de propriété, emails imprimés. « J'ai besoin de ton aide. Tu travailles en droit des affaires, n'est-ce pas ?»« Oui, mais pourquoi ?» Laurent a une entreprise de conseil. Sur le papier, je suis associée à 50%. Mais il a toujours tout géré seul. Je signais les documents sans poser de questions. Je lui faisais confiance. J'ai marqué une pause, ma voix devenant plus dure. Je dois savoir exactement ce que nous avons, combien ça vaut, comment protéger ma part, et surtout, je dois découvrir s'il détourne de l'argent. Camille a pris les documents et a commencé à les parcourir rapidement. Ses yeux se sont élargis au fur et à mesure qu'elle lisait. « Émilie, c'est sérieux. Tu planifies un divorce ? Je planifie la justice. Je veux qu'il perde tout ce qu'il a construit sur mon dos, légalement, sans violence. Mais je veux justice. » Camille a respiré profondément et a hoché la tête lentement. « Je connais quelqu'un, un avocat spécialisé dans les divorces complexes et les fraudes conjugales. Il est discret et impitoyable. Julien, je peux t'avoir un rendez-vous cet après-midi si tu veux. »« Parfait, arrange ça. » Camille a sorti son téléphone et a commencé à taper un message. Puis elle a levé les yeux vers moi, hésitante. « Émilie, tu es sûre ? Tu ne veux pas essayer de lui parler d'abord ? Peut-être qu'il y a une explication ?» J'ai posé ma main sur la sienne. Ma voix était glaciale. Il a eu des mois pour me parler. Il a préféré mentir. Maintenant, c'est trop tard. Camille a acquiescé. Elle me connaissait depuis assez longtemps pour savoir que quand je prenais une décision, rien ne pouvait me faire changer d'avis. Rendez-vous confirmé. 15 heures dans son bureau aux Champs-Élysées. Merci. Nous avons bu notre café en silence pendant quelques minutes. Puis Camille a dit doucement « Tu sais, je t'ai toujours admiré. Ta force, ta détermination. Mais là, je te découvre sous un nouveau jour. Tu es effrayante. » J'ai souri. Laurent va bientôt découvrir à quel point. L'après-midi, je me suis retrouvée dans un bureau élégant sur les Champs-Élysées. Des meubles modernes, des tableaux abstraits au mur, une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Julien était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, costume impeccable, regard perçant. « Madame Émilie, enchantée. Camille m'a brièvement expliqué votre situation. » Je me suis assise et j'ai posé ma chemise sur son bureau. J'ai besoin de preuves irréfutables. Je dois m'assurer qu'il ne cache rien, et je dois faire tout ça dans les 4 prochains jours. Julien a ouvert la chemise et a examiné les documents en silence pendant plusieurs minutes. Puis il a levé les yeux.
Votre situation est plus grave que je ne le pensais. Je vois ici des mouvements suspects, des retraits fréquents, des virements vers des comptes que je ne peux pas identifier immédiatement. Il a marqué une pause. Votre mari pourrait détourner de l'argent de l'entreprise. C'est possible? Plus que possible. C'est probable. Julien a pris un stylo. Je vais demander un audit d'urgence. J'ai des contacts qui peuvent y faire ça discrètement. Dans 48 heures, nous aurons un rapport complet. Et pour l'hôtel, la maîtresse? C'est facile. Je vais engager un détective privé. Il documentera tout. Horaires, rencontres, dépenses. Dans un divorce, ce sera essentiel pour prouver l'infidélité et la mauvaise foi. J'ai hoché la tête, mais Julien a continué. Mais il y a quelque chose de plus important, madame. Vous avez dit que vous êtes associé de l'entreprise. Cela signifie que la moitié de tout vous appartient légalement. Nous devons geler les comptes de l'entreprise avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Il ne peut pas savoir que j'enquête. Il reste encore 4 jours. Julien a souri discrètement. Il ne saura rien. Nous allons agir avec une extrême prudence. Mais quand ces 7 jours seront terminés? Il a fait une pause. Il découvrira qu'il a sous-estimé la mauvaise femme. Attendez, je veux vous demander quelque chose rapidement. Si vous appréciez cette histoire, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide énormément à continuer à vous raconter des histoires comme celle-ci. Merci beaucoup. Maintenant, continuons. Je suis sortie du bureau avec un plan encore plus solide. La pluie tombait fort sur Paris, mais je ne la sentais pas. J'avais l'impression de flotter, portée par cette énergie nouvelle, cette détermination féroce. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Madame Émilie, ici Pierre, le détective engagé par Maître Julien. Je voulais vous confirmer que je commence la surveillance dès ce soir. » « Merci, soyez discret. Ne vous inquiétez pas, je fais ça depuis 20 ans. Votre mari ne me verra jamais. » J'ai raccroché et je suis entrée dans l'appartement. Il était vide, silencieux, froid. Mais pour la première fois depuis la découverte, je ne me sentais pas seule. Je me sentais forte, puissante même. J'ai ouvert mon cahier de planification, j'ai coché jour 2, allié, puis j'ai écrit sous jour 3, investigation approfondie, attendre les premiers rapports, commencer à sécuriser les biens. Le téléphone a sonné. Laurent. Mon cœur a fait un bond, mais je me suis forcée à respirer calmement. J'ai décroché avec une voix douce, aimante. « Chérie, comment vas-tu ?»« Émilie, ma chérie, ça va bien. Les réunions sont épuisantes mais productives. Tu me manques, menteur, sale menteur. Tu me manques aussi. Tu manges bien au moins ? Oui, oui. La nourriture ici est correcte. » Il a ri. « Pas aussi bonne que ta cuisine, bien sûr. » Je serrais le téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. « Je suis contente de t'entendre. Repose-toi bien. »« Je t'aime, Émilie. »« Mais moi aussi. » J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de rage pure et brûlante. Comment osait-il ? Comment osait-il me mentir si facilement, avec cette voix douce, ces mots tendres, alors qu'il était probablement allongé à côté d'elle ? Mais j'ai séché mes larmes rapidement. Je n'avais pas le temps pour ça. Pas maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à faire une liste de tous nos biens. L'appartement, la maison de campagne en Provence, les comptes d'épargne, les investissements, les parts de l'entreprise, tout. Absolument tout. Ensuite, j'ai commencé à rassembler tous les documents prouvant ma contribution financière au fil des années. Les virements que j'avais faits pour l'aider à lancer son entreprise. Les prêts que j'avais contractés en mon nom. Les projets d'architecture que j'avais abandonnés pour le soutenir. Tout était là, noir sur blanc. Des années de sacrifice, des années d'amour, des années de confiance. Et maintenant, tout ça allait servir à le détruire. La nuit est tombée à nouveau. J'ai travaillé jusqu'à minuit. Organisant, planifiant, calculant. Quand j'ai finalement fermé l'ordinateur, j'étais épuisée, mais satisfaite. 2 jours. En seulement 2 jours, j'avais construit les fondations de ma contre-attaque. Dans 5 jours, Laurent reviendrait en pensant que tout était parfait, qu'il m'avait trompée avec succès, qu'il pouvait continuer sa double vie sans conséquence. Il découvrirait qu'il avait tort, terriblement, catastrophiquement tort. Je me suis couchée cette nuit-là avec un sourire aux lèvres, un sourire que Laurent n'aurait pas reconnu.
le sourire d'une femme qui sait qu'elle tient toutes les cartes en main et qui s'apprête à jouer le coup gagnant. Le 3e jour a commencé avec un appel que je n'attendais pas. 7 heures du matin. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Numéro inconnu. Allô? Madame Émilie? Pierre, le détective, désolé de vous appeler si tôt, mais j'ai découvert quelque chose. D'inattendu. Je peux venir chez vous maintenant? Mon cœur s'est accéléré. Sa voix était tendue, urgente. Oui, venez. J'ai enfilé un peignoir et j'ai fait du café. Mes mains tremblaient légèrement. Qu'avait-il découvert? Quelque chose de pire que ce que je savais déjà? C'était possible? 30 minutes plus tard, Pierre était assis dans mon salon. Un homme d'une 40aine d'années, visage ordinaire, le genre de personne qu'on oublie immédiatement. Parfait pour un détective. Il a posé une épaisse chemise sur la table basse. J'ai suivi votre mari pendant les 2 derniers jours. Lui et la femme, Chloé, sont à l'hôtel exactement comme vous l'imaginiez. Ils sortent dîner, se promènent, reviennent à l'hôtel. Un couple en vacances romantique. Il a marqué une pause. Mais j'ai découvert quelque chose de plus grave. Plus grave? Pierre a ouvert la chemise. À l'intérieur, des photos, des documents, des notes manuscrites. En les suivant, j'ai intercepté une conversation téléphonique de votre mari hier soir. Il était dans le hall de l'hôtel, elle était montée dans la chambre. Il parlait avec quelqu'un d'autre, un homme. J'ai pu enregistrer une partie de la conversation. Il a sorti son téléphone et a appuyé sur play. La voix de Laurent, claire, distincte. Tout est en ordre, les documents sont prêts. La signature est prévue dans 3 jours, dès mon retour. Elle ne se doute de rien. 2 millions, comme convenu. On partage 50-50 une fois que c'est fait. J'ai senti mon sang se glacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre a posé un document devant moi, un contrat. Votre mari est en train de vendre l'entreprise, votre entreprise, pour 2 millions d'euros. La signature est prévue dans 3 jours, exactement le jour où il est censé revenir du Canada. J'ai pris le contrat avec des mains tremblantes. J'ai lu, relu. Les mots dansaient devant mes yeux. Il ne peut pas faire ça seul. Je suis associé. Techniquement non, mais regardez ici. Pierre a pointé une clause. Il a falsifié votre signature sur des documents antérieurs qui lui donnent le pouvoir de décision totale en cas d'urgence. Si cette vente se concrétise, il empochera tout l'argent. Vous n'aurez rien. Je me suis levé brusquement, le contrat serré dans mes mains. La pièce tournait autour de moi. Il a tout planifié, depuis le début. Il ne partait pas juste me tromper. Il partait pour me voler, pour tout prendre et disparaître avec elle. Pierre a hoché la tête gravement. C'est ce que je pense aussi. Mais il y a encore du temps. Maître Julien est déjà au courant. Je l'ai appelé avant de venir. Il prépare une injonction pour bloquer la vente. Je me suis rassise lentement. Les larmes montaient, mais je les ai repoussées. Pas maintenant. Pas encore. Combien de temps a-t-il préparé ça? D'après les documents, au moins 6 mois. Peut-être plus. 6 mois. Pendant 6 mois, il avait planifié de me détruire. Pendant 6 mois, il m'embrassait le matin, me disait qu'il m'aimait, dormait à côté de moi, tout en préparant ma ruine. J'ai regardé les photos étalées sur la table. Laurent et Chloé au restaurant, trinquant au champagne. Laurent et Chloé se promenant main dans la main le long de la Seine. Laurent et Chloé riant, heureux, insouciants, vivant une vie de luxe financée par mon argent, par mes sacrifices, par 32 ans de mariage. Faites tout ce qui est nécessaire, j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, froide, dure. Je veux chaque preuve, chaque mensonge, chaque centime volé, documenter tout. Pierre s'est levé. Comptez sur moi, madame. Cet homme va payer pour tout. Quand il est parti, je suis restée seule dans mon salon. Le silence était assourdissant. J'ai regardé par la fenêtre. Paris s'éveillait sous un ciel gris. Les gens marchaient dans les rues, allaient au travail, vivaient leur vie normale. Et moi, j'étais là, découvrant que mon mari de 32 ans avait passé les 6 derniers mois à planifier ma destruction totale. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Julien. « Maître, Pierre m'a tout expliqué. Madame Émilie, je suis déjà en train de préparer les documents. Nous allons bloquer cette vente. Mais il faut agir vite. Combien de temps?
J'aurai l'injonction d'ici ce soir. Demain matin ou plus tard. Il ne pourra pas vendre quoi que ce soit sans votre autorisation explicite. Et les comptes? Je demande le gel immédiat. Compte personnel et professionnel. Il ne pourra pas toucher un centime. Parfait. Madame, il y a autre chose. L'audit de l'entreprise est terminé. Les résultats sont accablants. Dites-moi, votre mari a détourné plus de 300 000 € en 2 ans. Virements vers des comptes offshore, paiements fictifs à des fournisseurs qui n'existent pas, retrait en liquide sans justification. Et plus encore, il a utilisé l'argent de l'entreprise pour payer les séjours à l'hôtel avec Chloé, les voyages, les cadeaux coûteux. J'ai fermé les yeux. 300 000 €. Mon travail, mes années d'efforts. Il l'a fait sciemment, méthodiquement. C'est une fraude caractérisée. Que peut-on faire? Avec ces preuves, tout. Divorce avec partage inégal en votre faveur, action pénale pour fraude et détournement de fonds, destruction de sa réputation professionnelle. Il ne se relèvera jamais de ça, madame. Un sourire est apparu lentement sur mes lèvres. Pas un sourire de joie, un sourire de satisfaction froide. Alors faisons-le, détruisez-le, légalement, complètement. Ce sera fait. J'ai raccroché. Je me suis assise à ma table de travail. J'ai ouvert mon cahier de planification. J'ai barré jour 3, investigation approfondie. J'ai écrit sous jour 4, sécuriser tous les biens, bloquer toutes ces options, l'acculer. Mon téléphone a sonné à nouveau. Laurent. Encore. Je l'ai regardé vibrer sur la table. 1, 2, 3 sonneries. Puis j'ai décroché, forçant ma voix à rester douce et aimante. Chérie. Émilie, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Tu n'es pas trop fatiguée? Un peu. Ces réunions sont intenses, mais tout avance bien. Pause. Tu me manques tellement. Menteur, voleur, traître. Toi aussi tu me manques, plus que 3 jours. Oui, j'ai hâte de te retrouver. J'ai tellement de choses à te raconter. Je parie que oui, tu vas me raconter comment tu m'as volé, comment tu as tout planifié pour me laisser sans rien. Moi aussi j'ai hâte. Repose-toi bien. Je t'aime, Émilie. Ces mots qui autrefois me faisaient fondre. Maintenant, ils me donnaient envie de vomir. Moi aussi. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone. Et cette fois, j'ai laissé les larmes couler. Pas de tristesse. De rage pure, bouillante, dévastatrice. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu lui faire confiance à ce point? Tous ces signes que j'avais ignorés. Toutes ces excuses que j'avais acceptées sans question. Mais maintenant, je voyais clair. Maintenant, je comprenais tout. Et maintenant, j'allais le détruire. J'ai séché mes larmes. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Mon visage était dur, mes yeux brillaient d'une détermination féroce. Je ne me reconnaissais pas. Cette femme n'était plus la douce Émilie. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de dangereux. J'ai passé le reste de la journée à organiser. J'ai contacté notre banque, j'ai sécurisé mes propres comptes personnels, j'ai transféré de l'argent sur un nouveau compte que Laurent ne connaissait pas. J'ai fait l'inventaire de tous nos biens communs. J'ai rassemblé tous les documents prouvant mes contributions financières. Le soir venu, Julien m'a appelé. C'est fait. L'injonction est signée. La vente est bloquée. Les comptes sont gelés. Votre mari ne peut plus rien faire sans autorisation judiciaire. Il ne sait rien encore. Rien du tout. Il le découvrira quand il essaiera de finaliser la vente. Ce sera un choc pour lui. Bien. Cette nuit-là, je me suis couchée épuisée, mais satisfaite. En 3 jours, j'avais construit une forteresse autour de moi. J'avais bloqué toutes ses échappatoires. J'avais rassemblé toutes les preuves de sa trahison. Laurent pensait qu'il était malin, qu'il avait tout planifié parfaitement, qu'il allait vendre l'entreprise, prendre l'argent et partir vivre sa nouvelle vie avec sa jeune maîtresse. Il ne savait pas encore que sa femme de 58 ans, celle qu'il croyait naïve et soumise, avait passé les 3 derniers jours à démanteler méthodiquement tous ses plans. Dans 4 jours, il reviendrait, souriant, confiant, pensant que tout s'était déroulé comme prévu, et je serais là, attendant, avec toutes les cartes en main, prêt à lui montrer que le plus grand architecte de cette histoire, ce n'était pas lui, c'était moi.
Le 4e jour, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit absolue. Plus de doute, plus de tristesse. Seulement une détermination froide et calculée. Laurent avait fait son choix. Maintenant, il allait en payer le prix. J'ai pris mon petit déjeuner calmement, du café noir, des tartines beurrées. J'ai ouvert les volets, laissant entrer la lumière grise de Paris. Dehors, la vie continuait normalement. Pour moi, c'était différent. Chaque minute comptait. Mon téléphone a sonné. Julien. Madame Émilie, bonjour. J'ai des nouvelles importantes. Je vous écoute. Nous avons obtenu toutes les autorisations judiciaires. Les comptes de l'entreprise sont maintenant sous contrôle judiciaire. Votre mari ne peut plus rien faire. Aucun retrait, aucun virement, aucune transaction. Tout est bloqué. Et la vente. Officiellement annulée. J'ai contacté les acheteurs potentiels ce matin. Je leur ai expliqué la situation légale. Ils se sont retirés immédiatement. Ils ne veulent pas être impliqués dans une fraude. J'ai souri. Un sourire glacial. Parfait. Et les preuves de détournement ? Tout est documenté. J'ai préparé un dossier complet pour le procureur. 320 000 € détournés en 2 ans. Nous avons les relevés bancaires, les faux documents, les signatures falsifiées, tout. C'est un cas en béton, madame. Quand allez-vous le déposer ? J'attends votre signal, quand vous serez prête. Attendez encore, je veux qu'il revienne d'abord, je veux qu'il pense que tout va bien, et ensuite, j'ai marqué une pause. Ensuite, nous l'écrasons. Vous êtes sûr ? Nous pourrions agir maintenant. Non, je veux le voir. Je veux voir son visage quand il réalisera ce qui lui arrive. Je veux qu'il comprenne qu'il a détruit 32 ans de mariage pour rien, qu'il perde tout. Comme vous voulez, madame, vous êtes redoutable. J'ai raccroché. Redoutable. C'était la 2e fois qu'on me disait ça cette semaine. Avant, j'étais douce Émilie, gentille Émilie, patiente Émilie. Maintenant, j'étais redoutable. Étrange comme une trahison peut révéler qui on est vraiment. Pierre a appelé 1 heure plus tard. « Madame, j'ai du nouveau. Votre mari et Chloé ont passé la matinée dans des boutiques de luxe. Ils ont acheté des bijoux, des vêtements. J'ai les factures. Tout payé avec la carte de crédit de l'entreprise. Combien ? 15 000 € en 3 heures. Mon sang s'est glacé. 15 000 €. Mon argent. L'argent que j'avais gagné en travaillant pendant des années. Dépensé pour acheter des cadeaux à sa maîtresse. Continuez à documenter. Je veux chaque reçu, chaque dépense, tout. Bien sûr, et madame, il y a autre chose. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec un agent immobilier. Un agent immobilier ? Oui, ils visitent des appartements, des grands appartements, dans le 16e arrondissement. Je pense qu'ils préparent leur vie commune. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, ils ne voulaient pas juste me tromper. Ils voulaient me remplacer. Effacer 32 ans de mariage comme si je n'avais jamais existé. Suivez-les. Je veux savoir exactement quels appartements ils visitent. Entendu. J'ai raccroché et je me suis assise lourdement sur le canapé. La réalité me frappait de plein fouet. Laurent avait vraiment tout planifié. La vente de l'entreprise pour avoir l'argent. Les achats de luxe pour gâter sa nouvelle vie. L'appartement pour construire son nouveau foyer. Avec elle, sans moi et moi. Qu'est-ce que j'aurais eu ? Rien. Un divorce surprise, probablement. Peut-être même pas ça. Peut-être aurait-il juste disparu avec l'argent, me laissant avec les dettes et les questions. Mais il avait fait une erreur fatale. Il m'avait sous-estimé. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à préparer quelque chose de spécial pour son retour. Un dîner. Pas n'importe quel dîner. Un dîner avec des invités triés sur le volet. J'ai envoyé des messages. À ses associés d'affaires, à ses parents, à son frère, à nos amis communs, à Camille, bien sûr. Laurent rentre dans 3 jours. J'organise un dîner surprise pour célébrer son retour. Soyez là, c'est important. Ne lui dites rien, c'est une surprise. Les réponses sont arrivées rapidement. Tout le monde confirmait. Personne ne se doutait de rien. Ils pensaient tous que c'était un gentil dîner de bienvenue. Ils ne savaient pas que ce serait un tribunal. L'après-midi, j'ai reçu un email de Julien. En pièce jointe, un document de 80 pages. Le rapport d'audit complet. J'ai commencé à le lire. Chaque page était un coup de poignard. Les détournements étaient systématiques.
méthodique, étalée sur 2 années complètes. Faux fournisseurs, factures gonflées, virements vers des comptes offshore aux îles Caïmans, retraits en liquide jamais justifiés. Et pire encore, l'utilisation de l'argent de l'entreprise pour financer sa relation avec Chloé, séjour dans des hôtels 5 étoiles à Nice, à Lyon, à Bordeaux, restaurants gastronomiques, bijoux, voyages, tout documenté, tout prouvé. Laurent n'avait pas juste trahi notre mariage. Il avait trahi notre entreprise, notre travail commun, tout ce que nous avions construit ensemble pendant des années. J'ai imprimé le rapport en 3 exemplaires. Un pour moi, un pour le procureur, un pour montrer à tout le monde lors du dîner. Le soir tombait sur Paris quand Pierre m'a rappelé. « Madame, ils ont choisi un appartement, boulevard Foch, vue sur le bois de Boulogne. 3 chambres, 200 mètres carrés, 5 000 € de loyer par mois. Ils ont signé un accord de principe avec le propriétaire. 5 000 € par mois, avec mon argent, notre argent. Parfait, vous avez les documents? Tout, photos, contrat de location, coordonnées du propriétaire. Envoyez-moi tout par email sécurisé. C'est fait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai travaillé. J'ai organisé. J'ai planifié chaque détail du dîner, l'ordre des révélations, les documents à montrer, les mots à dire. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un message de Laurent. « Tu dors, chérie? Je pense à toi. Plus que 3 jours. J'ai hâte de te retrouver. Je t'aime tellement. » J'ai regardé le message longuement. Ces mots qui auraient dû me faire fondre. Ces mots qui n'étaient que des mensonges, des manipulations. J'ai répondu. Je dormais. Mais c'est bon de te lire. Moi aussi j'ai hâte. Repose-toi bien. Je t'aime. Mensonge pour mensonge. Si c'était le jeu qu'il voulait jouer, je pouvais jouer aussi. Et je jouerais mieux que lui. J'ai posé le téléphone. J'ai ouvert mon cahier de planification. J'ai barré. Jour 4. Sécuriser tous les biens. J'ai écrit sous jour 5. Préparation finale. Dernière vérification. Être prête pour l'assaut final. Le lendemain matin, j'ai reçu la visite de Camille. Elle est arrivée avec des croissants et du café. « Émilie, tu tiens le coup ?» Mieux que jamais. Elle m'a regardée avec inquiétude. « Tu es sûre ? Tu as l'air différente, plus dure, plus froide. Je suis devenue ce que je devais devenir pour survivre. » Camille s'est assise à côté de moi. « Qu'est-ce que tu vas faire exactement lors de ce dîner ? » Je vais révéler la vérité, devant tout le monde, ses parents, ses associés, nos amis. Je vais montrer les preuves, les photos, les documents, les détournements, tout. Émilie, c'est radical. Il le mérite. Je sais, mais... Tu es sûre de vouloir faire ça publiquement ? C'est humiliant. Pour lui, mais aussi pour toi. J'ai regardé mon ami dans les yeux. Camille, il a passé 6 mois à planifier ma destruction. Il voulait me voler, me trahir, me jeter comme un déchet. Il pensait que j'étais trop faible, trop stupide, trop soumise pour réagir. J'ai marqué une pause. Il avait tort. Et maintenant, il va payer. Devant tout le monde. Je veux qu'il perde non seulement son argent et sa liberté, mais aussi sa réputation, sa dignité, tout. Camille a hoché lentement la tête. D'accord, je serai là. Je te soutiendrai. Merci. L'après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée chez le coiffeur. J'ai fait couper mes cheveux, les colorer légèrement pour cacher les gris. J'ai acheté une nouvelle robe. Élégante, puissante, noire. Je me suis regardée dans le miroir du magasin. Cette femme qui me regardait n'était plus la vieille Émilie. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne se laisserait plus jamais marcher dessus. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un colis devant ma porte, de la part de Julien. À l'intérieur, 3 dossiers épais. Sur le premier, preuve d'infidélité. Sur le deuxième, preuve de détournement. Sur le troisième, demande de divorce et action pénale. J'ai ouvert le troisième. La première page était une lettre de Julien. « Madame Émilie, voici les documents finaux. Tout est prêt. Dès que vous donnez le signal, je dépose la plainte au pénal et la demande de divorce. Avec ces preuves, vous obtiendrez tout. La garde complète de vos biens, des dommages et intérêts substantiels, et Laurent risque entre 3 et 5 ans de prison pour fraude et détournement de fonds.
Vous avez construit le dossier parfait. Maintenant, c'est à vous de décider quand frapper. Julien. J'ai souri. Le dossier parfait. Comme un bon projet d'architecture. Fondation solide, structure impeccable, finition parfaite. Plus que 3 jours. 3 jours avant que Laurent ne découvre que sa vie parfaitement planifiée s'effondre comme un château de cartes. Et j'allais savourer chaque seconde. Le 5e jour, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Ce n'était plus de la colère. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond. Une certitude absolue que j'avais le contrôle, que j'avais gagné avant même que Laurent ne réalise qu'il y avait une bataille. J'ai pris ma douche, enfilé un tailleur gris élégant. Je me suis maquillée avec soin. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. 58 ans, des rides autour des yeux, quelques cheveux gris malgré la coloration. Mais mes yeux brillaient d'une force nouvelle. J'étais belle. Pas de la beauté de la jeunesse, la beauté de la détermination, de la dignité retrouvée. J'avais rendez-vous avec Julien ce matin. Une dernière réunion avant le grand jour. Je suis sortie de l'appartement vers 9 heures. Paris était grise et froide, mais je ne sentais pas le froid. J'étais portée par une énergie que je ne me connaissais pas. Dans le bureau de Julien, tout était prêt. Les dossiers empilés sur son bureau, les documents juridiques parfaitement classés. Il m'a accueillie avec un sourire professionnel. « Madame Émilie, asseyez-vous, nous avons beaucoup à finaliser. » Je me suis assise. Julien a ouvert le premier dossier. Voici l'état actuel de la situation. Tous les comptes sont gelés. Votre mari ne peut plus rien faire financièrement. La vente de l'entreprise est définitivement bloquée. Les acheteurs se sont retirés et ont même menacé de porter plainte pour tentative de fraude. Bien. J'ai préparé la demande de divorce. Avec toutes les preuves que nous avons, vous obtiendrez facilement la séparation des biens en votre faveur. Vous garderez l'appartement, la maison en Provence et au moins 70% des actifs de l'entreprise. 70%? Le juge prendra en compte la fraude et l'infidélité. Laurent sera chanceux s'il garde 30%. Et encore, ce sera probablement saisi pour rembourser les détournements. J'ai souri légèrement. Et l'action pénale. Julien a ouvert un autre dossier. C'est là que ça devient sérieux. Détournement de fonds, faux et usage de faux, abus de biens sociaux. Avec les preuves que nous avons, le procureur sera ravi. Laurent risque entre 3 et 5 ans de prison ferme et une interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans. Sa carrière sera finie. Complètement. Plus personne ne lui fera confiance. Son nom sera associé à la fraude. Il ne retrouvera jamais de travail dans le conseil. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. En bas, les Champs-Élysées grouillaient de vie. Des touristes, des Parisiens pressés, la vie normale. Pour Laurent, cette vie normale allait se terminer dans 2 jours. Et Chloé, la maîtresse, elle a été licenciée de l'entreprise pour complicité présumée dans les détournements. Sans preuve formelle contre elle, on ne peut pas l'attaquer en justice, mais sa réputation est détruite. Aucune entreprise sérieuse ne l'embauchera maintenant. Elle a détruit ma vie. C'est justice qu'elle perde son travail. Julien m'a regardé avec respect. Madame, je dois vous dire, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un construire un dossier aussi solide aussi rapidement. Vous avez été implacable. Il m'a forcé à le devenir. Nous avons passé 2 heures à réviser chaque détail. Les documents à présenter lors du dîner, l'ordre des révélations, les personnes à qui envoyer les dossiers après. Tout devait être parfait, comme un bon projet architectural. Pas de place pour l'improvisation. En sortant du bureau, j'ai reçu un appel de Pierre. « Madame Émilie, votre mari et Chloé sont allés déjeuner au Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel. Addition de 800 €. Payé avec la carte de l'entreprise, évidemment. 800 € pour un déjeuner, pendant que je préparais sa chute. Continuez la surveillance, plus que 2 jours. Compris. Et madame, je voulais vous dire, j'admire votre courage. Ce que vous faites n'est pas facile. Merci, Pierre. J'ai raccroché. Le courage. Était-ce vraiment du courage ou juste de la survie? Quand quelqu'un essaie de vous détruire, vous avez 2 choix. Vous laisser faire ou vous battre. J'avais choisi de me battre. L'après-midi, je suis allée faire des courses pour le dîner. Pas n'importe quel dîner. Le dernier dîner.
J'ai choisi les meilleurs ingrédients. Viande, vin, fromage. Je voulais que tout soit parfait. Ironiquement, parfait. En passant devant une bijouterie, je me suis arrêtée. Dans la vitrine, une bague. Simple, élégante. Un solitaire en or blanc. Je suis entrée et je l'ai achetée. Pour moi. Pour me rappeler que je valais quelque chose. Que je n'avais pas besoin de Laurent pour avoir de la valeur. De retour à l'appartement, j'ai commencé à préparer la mise en scène du dîner. J'ai sorti la belle vaisselle, celle que nous utilisions pour les grandes occasions. Les verres en cristal, les couverts en argent, tout devait avoir l'air festif, joyeux, jusqu'au moment où ce ne le serait plus. J'ai disposé sur le buffet les 3 dossiers préparés par Julien, bien en évidence, prêts à être ouverts au bon moment. Mon téléphone a sonné. Laurent. Encore. Chérie, comment vas-tu? Très bien, je prépare ton retour, j'ai hâte. Moi aussi, plus que 2 jours. J'ai tellement de choses à te raconter. Oh, moi aussi, j'ai des choses à te raconter, Laurent. Tellement de choses. Je t'ai préparé une petite surprise pour ton retour. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? Si je te le dis, ce n'est plus une surprise. J'ai ri, forçant ma voix à paraître légère et amoureuse. Tu es adorable, Émilie. Je ne mérite pas une femme comme toi. Pour une fois, tu dis la vérité. Tu ne me mérites pas, et tu vas le découvrir très bientôt. Repose-toi bien, à bientôt. Je t'aime. Moi aussi. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Combien de fois avais-je dit « je t'aime » à cet homme? Des milliers, des dizaines de milliers. Pendant 32 ans, je lui avais dit ces mots avec sincérité, avec amour véritable. Et maintenant, ces mots n'étaient que des outils. Des armes pour maintenir l'illusion jusqu'à ce que je sois prête à frapper. Le soir, Camille est passée me voir. Elle m'a trouvée dans la cuisine, préparant des canapés pour le dîner du surlendemain. « Émilie, tu cuisines vraiment pour ce dîner ?» Évidemment, tout doit être parfait. Mais c'est étrange. Tu prépares un beau dîner pour le détruire. Je me suis retournée vers elle. Exactement. Je veux qu'il voie tout ce qu'il perd. La belle maison, la bonne nourriture, les amis, la famille, la femme qu'il aimait. Je veux qu'il réalise que sa cupidité et sa trahison lui ont coûté une vie entière. Camille s'est assise, silencieuse. « Tu es effrayante, tu sais ça ?»« Oui. On me l'a déjà dit cette semaine. Mais tu as raison, il mérite tout ce qui va lui arriver. » Nous avons travaillé ensemble toute la soirée, préparant les plats, dressant la table, organisant le salon. Vers minuit, tout était prêt. L'appartement ressemblait à une scène de magazine. Parfait. Accueillant. Trompeur. Camille est partie vers 1h du matin. Je suis restée seule dans le salon, regardant la table dressée, les bougies éteintes prêtes à être allumées, les dossiers sur le buffet. Dans 36 heures, Laurent franchirait cette porte. Souriant, heureux, pensant que sa vie était parfaite, qu'il avait réussi à me tromper complètement. Et moi, je serais là, attendant, comme une araignée au centre de sa toile, prête à révéler la vérité qui allait détruire son monde. J'ai ouvert mon cahier de planification. J'ai barré jour 5, préparation finale. Il ne restait plus que 2 jours. Demain, jour 6, je ne ferai rien. Je me reposerai. Je me préparerai mentalement et émotionnellement pour l'affrontement. Et après-demain, jour 7, le rideau tomberait sur 32 ans de mariage. Sur des années de mensonges. Sur la fausse vie que Laurent avait construite. Je suis allée dans la chambre. Notre chambre. J'ai regardé le lit où nous avions dormi ensemble pendant tant d'années. Les souvenirs m'ont assailli. Les bons moments, les rires, les nuits passées à parler de nos rêves, les matins paisibles. Mais ces souvenirs étaient des mensonges maintenant. Ou du moins, pour Laurent, il l'était. Il avait arrêté de m'aimer à un moment donné. Peut-être des années auparavant. Peut-être récemment. Je ne le saurais jamais. Ce que je savais, c'est qu'il avait fait son choix. Et maintenant, j'avais fait le mien. Je me suis couchée. Le sommeil est venu difficilement. Mes pensées tournaient sans arrêt. Le dîner, les révélations, la confrontation, la douleur dans ses yeux quand il comprendrait qu'il avait tout perdu. Est-ce que j'aurais pitié de lui? Non. Pas après ce qu'il avait fait.
Pas après avoir découvert qu'il avait planifié ma destruction pendant 6 mois. Pas après avoir vu les photos de lui avec elle, riant, heureux, vivant au crochet de mon travail. Non, je n'aurais aucune pitié. Vers 3 heures du matin, je me suis endormie, enfin. Et j'ai rêvé. Pas de Laurent, pas du passé. J'ai rêvé de l'avenir, de ma nouvelle vie, libre, indépendante, forte, une vie sans mensonge, sans trahison, sans lui. Et ce rêve était magnifique. Le 6e jour est arrivé comme un dimanche étrange, calme, trop calme. Comme ces moments de silence juste avant qu'un orage n'éclate. J'ai dormi tard, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. Quand j'ai ouvert les yeux, il était presque 11 heures. La lumière filtrait à travers les rideaux, douce et grise. Je suis restée allongée un long moment, fixant le plafond. Demain. Tout se jouerait demain. Laurent rentrerait demain soir. Le dîner aurait lieu demain soir. La confrontation, la révélation, la chute. J'ai pris mon temps pour me lever. J'ai fait couler un bain chaud, j'y ai versé des sels parfumés. Je me suis glissée dans l'eau brûlante et j'ai fermé les yeux. J'avais besoin de ce moment, de ce calme, pour rassembler mes forces, pour me préparer mentalement à ce qui allait venir. Demain, je détruirai l'homme que j'avais aimé pendant 32 ans. Demain, je mettrai fin à ma vie telle que je la connaissais. Même si c'était justice, même si c'était mérité, ce serait douloureux, définitif. Après le bain, j'ai enfilé des vêtements confortables. Un pantalon en laine, un pull doux. J'ai préparé du thé et je me suis installée dans le salon avec un livre que je n'arrivais pas à lire. Les mots dansaient devant mes yeux sans que je les comprenne vraiment. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. « Madame Émilie, tous les invités ont confirmé leur présence pour demain soir. 18 personnes au total. Les parents de Laurent, son frère Marc, 3 associés de l'entreprise, 6 amis proches, Camille, moi-même, et bien sûr, vous et Laurent. Tout est prêt. Les documents sont imprimés. Êtes-vous prête ?» J'ai regardé le message longuement. Étais-je prête ? Pouvait-on vraiment être prête pour quelque chose comme ça ? Oui, je suis prête. À demain. J'ai posé le téléphone, 18 personnes, 18 témoins de la chute de Laurent. Sa famille verrait qui il était vraiment. Ses associés découvriraient ses fraudes, ses amis comprendraient ses mensonges. Et moi, que verrait-il en moi ? Une victime, une femme forte, une femme vengeresse ? Je ne savais pas. Et étrangement, je m'en fichais. Je ne faisais pas ça pour leur regard. Je faisais ça pour moi, pour ma dignité, pour ma survie. L'après-midi, je suis sortie me promener. J'avais besoin d'air. J'ai marché sans but dans les rues du Marais. Les boutiques étaient fermées, c'était dimanche. Quelques touristes traînaient encore, prenant des photos devant les vieux bâtiments. Des couples se promenaient main dans la main. J'ai observé ces couples avec un mélange d'envie et de tristesse. Ils avaient l'air heureux, confiants, comme Laurent et moi autrefois, ou du moins comme je pensais que nous étions. Combien d'entre eux mentaient aussi? Combien d'entre eux cachaient des secrets? Combien de ces sourires étaient faux? Je me suis arrêtée devant Notre-Dame. Les travaux de restauration continuaient depuis l'incendie. La cathédrale était encore entourée d'échafaudages, blessée mais debout, en train de guérir lentement, comme moi j'ai pensé. Blessée mais debout. Et bientôt, je guérirai aussi. Mon téléphone a sonné. Laurent. Mon cœur a fait un bond. J'ai décroché, forçant ma voix à rester normale. Chérie, Émilie, comment vas-tu? Bien, je profite de ce dimanche tranquille. Et toi? Fatigué mais content. Demain je rentre enfin. J'ai tellement hâte de te voir. Moi aussi, Laurent, pour des raisons très différentes des tiennes. À quelle heure tu arrives? Mon vol atterrit à 17 heures. Je serai à la maison vers 19 heures. Parfait. Les invités arriveraient à 20 heures. Il aurait juste le temps de prendre une douche, de se changer, de se détendre. Et puis l'enfer commencerait. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ton retour. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, chérie. Aussi, j'aurais dû. Tu vas voir à quel point. C'est normal, tu me manques tellement. Toi aussi tu me manques, plus qu'un jour. Je t'aime, Émilie.
Ces mots, ces foutus mots qui me déchiraient encore. Moi aussi je t'aime. Mensonge. Le dernier mensonge que je lui dirais. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement. C'était réel maintenant. Demain, tout changerait. Demain, ma vie basculerait définitivement. Je suis rentré à l'appartement en fin d'après-midi. J'ai vérifié une dernière fois que tout était prêt. La table dressée, les plats préparés dans le réfrigérateur, les dossiers sur le buffet, les bougies, le vin, tout était parfait. J'ai ouvert le placard où j'avais caché tous les documents, les photos de Laurent et Chloé, les relevés bancaires, les preuves de détournement, le rapport d'audit, les contrats falsifiés. Tout était là, organisé, prêt à être révélé. Camille est arrivée vers 18h avec une bouteille de vin. Je me suis dit que tu aurais besoin de compagnie ce soir. Merci. Nous nous sommes installés dans le salon. Elle a ouvert la bouteille et nous a servi 2 verres. Alors, demain, tu es vraiment sûre? Absolument certaine. Il n'y a aucune part de toi qui hésite, qui se demande si tu ne devrais pas lui parler d'abord en privé. J'ai bu une gorgée de vin. Il était bon, profond, complexe. Camille, il a eu 6 mois pour me parler. 6 mois pendant lesquels il me mentait tous les jours, me regardait dans les yeux et me disait qu'il m'aimait, pendant qu'il volait notre argent, pendant qu'il couchait avec elle, pendant qu'il planifiait de me laisser sans rien. J'ai posé mon verre. Non, je ne lui dois rien. Certainement pas une conversation privée. D'accord, alors je serai là, à tes côtés. Merci, ça compte beaucoup pour moi. Nous avons passé la soirée à parler. De tout sauf de Laurent. De nos souvenirs d'université, de nos projets futurs, de la vie après tout ça. C'était apaisant, nécessaire. Vers 22h, Camille est partie. Je me suis retrouvée seule. Encore une nuit avant le jour J. J'ai marché dans l'appartement, touchant les meubles, les photos, les objets qui racontaient 32 ans de vie commune. Cette photo de notre mariage. Nous étions si jeunes, si heureux. Ou du moins, je l'étais. Lui aussi à l'époque? Ou avait-il toujours été capable de mentir aussi facilement? Cette autre photo de nos enfants. Ils étaient adultes maintenant, vivaient leur vie loin de Paris. Je ne leur avais rien dit encore. Après-demain, je devrais leur expliquer. Leur dire que leur père était un menteur et un voleur. Comment annoncer ça à ses enfants? J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé les derniers messages de Laurent, tous remplis de « je t'aime », de « tu me manques », de « j'ai hâte de te retrouver ». Tous des mensonges, tous des manipulations. J'ai effacé la conversation. Je n'en avais plus besoin. Les preuves étaient ailleurs, dans les dossiers, dans les photos, dans les documents officiels. Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire de Laurent, ses vêtements bien rangés, ses costumes impeccables, ses chemises repassées, tout en ordre, tout parfait, comme sa façade. Demain, cette façade s'effondrerait, et derrière, tout le monde verrait la pourriture, la trahison, le mensonge. Je me suis couchée vers minuit. Le sommeil ne venait pas. J'ai allumé la lumière et j'ai relu mon cahier de planification. Jour 1 à jour 6, tous barrés. Demain, jour 7. Le dernier jour. Le jour de vérité. J'ai écrit sous jour 7, confrontation, révélation, justice, fin. 4 mots. 4 mots qui résumaient la destruction d'une vie. De 2 vies, en fait. La sienne et la mienne, telle que je la connaissais. Mais de ma destruction naîtrait quelque chose de nouveau. Une femme plus forte, plus sage, plus libre. De la sienne, que resterait-il de Laurent? Un homme brisé, ruiné, emprisonné peut-être, seul certainement. Est-ce que je ressentais de la pitié? Non. Est-ce que je ressentais de la satisfaction? Pas vraiment. Je ressentais surtout une résolution calme, une certitude que ce qui allait se passer était juste, nécessaire, inévitable. J'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, j'ai écouté les bruits de Paris la nuit, les voitures au loin, un couple qui riait dans la rue. La vie qui continuait, normale, paisible. Demain, ma vie ne serait plus paisible. Demain serait chaos, cris, larmes, révélations. Mais après-demain. Après-demain commencerait le premier jour de ma nouvelle vie. Une vie sans Laurent.
sans mensonge, sans trahison. Et cette pensée, étrangement, m'a apaisée. Le sommeil est finalement venu, profond et sans rêve. Quand je me suis réveillée, il faisait encore nuit. J'ai regardé l'heure. 5 heures du matin. Le jour était arrivé, le 7e jour, le jour de vérité. Je me suis levée. J'ai ouvert les rideaux. Paris s'éveillait lentement. Le ciel commençait à pâlir à l'est. J'ai pris une douche longue. Je me suis habillée avec soin. La robe noire que j'avais achetée. Élégante, sérieuse, puissante. J'ai coiffé mes cheveux, appliqué mon maquillage. Dans le miroir, une femme que je reconnaissais à peine me regardait, forte, déterminée, dangereuse. J'ai préparé du café. Je me suis assise à la table de la cuisine avec ma tasse fumante. Dans quelques heures, Laurent franchirait cette porte. Dans quelques heures, tout exploserait. J'étais prête, plus que prête. J'attendais ce moment depuis 6 jours, et maintenant qu'il était presque là, je me sentais étrangement calme, comme avant une présentation importante à un client. Concentrée, focalisée, préparée. Le téléphone a vibré. Un message de Julien. C'est le jour, je serai là à 20 heures précises. Courage, madame. Vous allez être magnifique. Magnifique. Quel mot étrange pour décrire ce qui allait se passer. Mais d'une certaine manière, il avait raison. Il y aurait quelque chose de magnifique dans cette justice, dans cette vérité révélée, dans cette femme qui se relevait après avoir été trahie. J'ai répondu simplement « Merci. À ce soir. » Le soleil se levait maintenant sur Paris. Un nouveau jour, le dernier jour de mon ancien vie, et le premier jour de tout le reste. 17 heures. L'avion de Laurent venait d'atterrir. Il m'avait envoyé un message depuis l'aéroport, un emoji souriant, un « Bientôt à la maison ?» J'avais répondu avec un cœur, le dernier cœur que je lui enverrai jamais. J'étais dans la cuisine, vérifiant une dernière fois que tout était parfait. Les canapés disposés sur les plateaux, le rôti qui mijotait doucement au four, les verres alignés sur le comptoir, le vin rouge qui respirait dans les carafes. Tout était impeccable. Ironiquement, tragiquement impeccable. Les invités arriveraient à 20 heures. Laurent serait là vers 19 heures. J'avais 1 heure avec lui. 1 heure pour maintenir l'illusion, pour jouer la femme aimante une dernière fois. Puis le rideau tomberait. J'ai entendu la clé dans la serrure à 19h10 exactement. Mon cœur s'est accéléré malgré moi. Tous ces jours de préparation aboutissaient à ce moment. J'ai respiré profondément. J'ai affiché un sourire sur mon visage. Et je suis allée à sa rencontre. Laurent est entré, sa valise à la main, l'air fatigué mais content. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Il a posé sa valise et m'a serré dans ses bras. « Émilie, mon Dieu, tu m'as manqué !» Il sentait un parfum que je ne connaissais pas. Le parfum d'elle, probablement. J'ai fermé les yeux, refoulant la nausée. « Toi aussi tu m'as manqué. Comment s'est passé le voyage ? Épuisant, mais fructueux. Les réunions ont été excellentes. Je crois qu'on va décrocher de gros contrats. » Menteur. Menteur jusqu'au bout. Je suis contente pour toi. Va prendre une douche, détends-toi. J'ai préparé quelque chose de spécial. Il m'a regardée avec tendresse. Fausse tendresse, calculée. Tu es adorable. Qu'est-ce que tu as préparé ? Une surprise. Tu verras. Il a ri, m'a embrassé sur le front et est parti vers la chambre. J'ai attendu d'entendre l'eau couler dans la douche. Puis, je me suis effondrée contre le mur de l'entrée, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. C'était réel. Il était là. Dans 1 heure, tout allait exploser. J'ai entendu mon téléphone vibrer. Camille. Je suis en route. Tu tiens le coup ? Oui. Difficilement, mais oui. Courage, c'est bientôt fini. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir de l'entrée. J'avais l'air calme, composé. Parfait. Laurent est sorti de la douche 20 minutes plus tard. Frais, détendu, en chemise blanche et pantalon noir. Il m'a rejointe dans le salon où j'avais allumé des bougies. « C'est magnifique, chérie. Tu t'es vraiment donné du mal. » « Tu le mérites. » Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, a pris ma main. « Émilie, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'est arrêté. Allait-il tout avouer, maintenant ? Quoi donc ?
Ces 7 jours loin de toi m'ont fait réaliser à quel point tu es importante pour moi, à quel point notre vie ensemble est précieuse. Je sais que je travaille beaucoup, que je suis souvent absent, mais je veux que tu saches que je t'aime, profondément. J'ai failli éclater de rire, ou pleurer, ou les deux. L'audace de me dire ça alors qu'il revenait de 7 jours avec sa maîtresse, alors qu'il avait planifié de me voler et de me quitter. Moi aussi je t'aime, Laurent. Le mensonge sortait facilement maintenant. J'étais devenue aussi bonne menteuse que lui. La sonnette a retenti. 19h50. Les premiers invités. Laurent a froncé les sourcils. « Tu attends quelqu'un ?» ?»« C'est ta surprise. J'ai invité des gens pour célébrer ton retour. »« Quoi ? Mais Émilie, je suis fatiguée. »« Juste un petit dîner. Ça va te faire plaisir. » J'ai ouvert la porte. Camille était là, avec Julien. Puis sont arrivés les parents de Laurent, son frère Marc, les 3 associés de l'entreprise, les amis proches. En 10 minutes, l'appartement était rempli de monde. Laurent était déboussolé mais jouait le jeu, serrant des mains, embrassant sa mère, riant avec son frère. Il ne savait pas encore. Il pensait que c'était vraiment une fête de bienvenue. Pauvre idiot. À 20h30, tout le monde était installé autour de la grande table de la salle à manger. J'avais servi l'apéritif, les canapés circulaient, les conversations allèrent bon train. L'ambiance était joyeuse, chaleureuse, faussement chaleureuse. J'ai regardé Julien. Il a hoché la tête discrètement. C'était le moment. Je me suis levée. J'ai tapé légèrement sur mon verre avec une cuillère. Le silence s'est installé progressivement. Merci à tous d'être venus ce soir. Je sais que c'était à la dernière minute, mais je voulais que vous soyez tous là pour quelque chose d'important. Laurent me regardait, souriant, ne se doutant de rien. Laurent est rentré aujourd'hui après 1 semaine au Canada pour des réunions professionnelles importantes. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Le sourire de Laurent a vacillé légèrement. « Émilie, qu'est-ce que... » « Laisse-moi finir, s'il te plaît. » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment, le point de non-retour. Il y a 7 jours, je l'ai déposé à l'aéroport. Il m'a dit qu'il partait au Canada. Il m'a embrassée. Il m'a dit qu'il m'aimait. Je l'ai regardé disparaître dans le terminal, le cœur serré, comptant les jours jusqu'à son retour. Le silence dans la pièce était maintenant total, oppressant. 30 minutes après l'avoir quitté, j'ai reçu une photo de Camille, ma meilleure amie. J'ai fait un signe à Julien. Il a ouvert le premier dossier et a commencé à distribuer des copies de la photo. Laurent entrant à l'hôtel Plaza Athénée, avec Chloé. Le visage de Laurent est devenu blanc comme un linge. « Émilie, je peux expliquer. »« Non, maintenant c'est moi qui parle. Tu écouteras. » Sa mère a regardé la photo, la main sur la bouche, horrifiée. Son père était devenu rouge de colère. Laurent n'était pas au Canada. Il était à Paris, à l'hôtel Plaza Athénée, dans une suite présidentielle, avec sa maîtresse Chloé, qui travaille dans son entreprise, notre entreprise. J'ai fait signe à Julien. Il a distribué d'autres photos. Laurent et Chloé au restaurant, se promenant, s'embrassant dans la rue. 7 jours de mensonges. 7 jours où il me téléphonait pour me dire qu'il m'aimait, que je lui manquais, pendant qu'il était avec elle. Laurent s'est levé brusquement. « Émilie, arrête! Arrête ça tout de suite! On peut t'en parler en privé. »« En privé ? Comme tu m'as parlé en privé pendant les 6 derniers mois pendant lesquels tu planifiais tout ça ?» Son frère Marc s'est levé aussi. « Laurent, qu'est-ce qu'elle raconte ? Assieds-toi, Marc. Tu vas tout entendre. » J'ai fait signe à Julien. Il a sorti le rapport d'audit. Mais ce n'est pas tout. Pendant que j'enquêtais sur son infidélité, j'ai découvert quelque chose de bien pire. Laurent a détourné 320 000 € de notre entreprise sur les 2 dernières années. Les 3 associés se sont regardés, choqués. L'un d'eux, Thomas, s'est levé. « Quoi ? C'est impossible !» Voici le rapport d'audit complet. Virement vers des comptes offshore, faux fournisseurs, factures gonflées, retrait en liquide injustifié, tout est documenté. Julien a distribué des copies du rapport. Les associés ont commencé à lire, leur visage devenant de plus en plus grave. Et ce n'est toujours pas tout. J'ai sorti le contrat de vente.
Laurent planifiait de vendre l'entreprise, notre entreprise, pour 2 millions d'euros, sans m'en parler, en falsifiant ma signature sur des documents lui donnant les pleins pouvoirs. Il comptait prendre l'argent et disparaître avec Chloé. La mère de Laurent s'est mise à pleurer. Son père a frappé la table du poing. « Laurent, comment as-tu pu ?» Laurent était debout, tremblant, les yeux remplis de larmes. « Émilie, s'il te plaît, ne fais pas ça. 32 ans, Laurent, 32 ans de mariage. J'ai sacrifié ma carrière pour soutenir la tienne. J'ai signé tous tes documents sans question parce que je te faisais confiance. Je t'ai aimé, inconditionnellement. Et toi? Toi, tu as tout détruit. Pourquoi? Pour une fille de 28 ans? Pour de l'argent? Je suis désolée. Je suis tellement désolée. C'était une erreur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une erreur ne dure pas 6 mois, Laurent. Une erreur ne détourne pas 300 000 euros. Une erreur ne planifie pas de vendre une entreprise en cachette. Julien s'est levé. « Monsieur Laurent, je suis maître Julien, l'avocat de Madame Émilie. Demain matin à la première heure, je déposerai une demande de divorce avec séparation complète des biens, ainsi qu'une plainte pénale pour détournement de fonds, faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Vous risquez entre 3 et 5 ans de prison ferme. » Laurent s'est effondré sur sa chaise, la tête entre les mains. « Les comptes de l'entreprise sont gelés depuis 3 jours. La vente est annulée. Votre maîtresse a été licenciée. Et d'ici demain, tout le secteur saura qui vous êtes vraiment. » Le père de Laurent s'est approché de son fils. « Je suis tellement déçu, tellement honteux. Tu n'es plus mon fils. » Il a quitté la pièce, suivi de la mère de Laurent qui pleurait. Marc est resté un moment, regardant son frère avec dégoût. « Tu as détruit une famille entière, Laurent. J'espère que ça en valait la peine. » Il est parti aussi. Les associés se sont levés. Thomas a regardé Laurent avec froideur. « Nous te retirons de l'entreprise, dès demain. Et nous porterons plainte également. Tu as ruiné notre réputation. » Ils sont sortis tous les 3. Petit à petit, tous les invités sont partis, murmurant des mots de soutien à mon égard, lançant des regards de mépris à Laurent. Bientôt, il ne restait plus que Camille, Julien, Laurent et moi. Julien s'est approché de Laurent, lui a tendu une enveloppe. « Voici les documents officiels. Vous avez 24 heures pour quitter cet appartement. Tous vos biens personnels seront inventoriés. Ne tentez rien de stupide, vous êtes surveillés. » Il est parti, suivi de Camille, qui m'a serré fort dans ses bras. « Tu as été incroyable. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Et ils sont partis. Nous étions seuls. Laurent et moi, pour la dernière fois. Il a levé les yeux vers moi, des yeux rouges, gonflés de larmes. « Émilie, je t'en supplie, donne-moi une chance de tout réparer. Je ferai n'importe quoi. Je suis tellement désolée. » J'ai regardé cet homme qui avait été mon mari pendant 32 ans. Cet homme que j'avais aimé, en qui j'avais eu confiance. Et maintenant, je ne voyais qu'un étranger, un menteur, un voleur. Tu as eu des mois pour tout réparer, Laurent. Tu as choisi de continuer à mentir, à voler, à trahir. Maintenant, tu vas payer les conséquences. Mais tu m'aimais. Tu ne peux pas faire ça. Tu as raison, je t'aimais, passé. Cet amour est mort le jour où j'ai reçu cette photo, le jour où j'ai découvert qui tu es vraiment. Je me suis dirigée vers la porte de l'entrée. Je l'ai ouverte. Sors, maintenant, va à l'hôtel ou chez ta maîtresse, peu m'importe, mais sors de chez moi. Émilie, sors. Ma voix a résonné dans l'appartement. Laurent s'est levé lentement, a pris sa valise qu'il n'avait même pas défaite et s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté devant moi. Je suis vraiment désolée, pour tout. Moi aussi, je suis désolée d'avoir perdu 32 ans avec quelqu'un comme toi. Il est sorti. J'ai fermé la porte derrière lui, j'ai mis le verrou, et j'ai glissé lentement le long de la porte jusqu'au sol. Les larmes sont venues. Pas de tristesse, de soulagement. C'était fini. 7 jours de planification, 7 jours de préparation. Et en une soirée, tout était terminé. J'ai pleuré longtemps, assise par terre dans l'entrée. Pleuré pour la femme que j'avais été, pour le mariage que j'avais cru avoir, pour les années perdues, mais aussi pleuré de soulagement, de fierté, de force retrouvée. Quand je me suis relevée, il était presque minuit. L'appartement était silencieux.
Les restes du dîner encore sur la table, les verres à moitié pleins, les bougies presque consumées. J'ai commencé à ranger, lentement, méthodiquement. Chaque geste était thérapeutique. Je nettoyais l'appartement, je nettoyais ma vie. Vers 2 heures du matin, tout était propre, rangé, comme si la soirée n'avait jamais eu lieu. Je suis allée dans la chambre, notre chambre. J'ai regardé le lit. Demain, je changerai les draps. J'achèterai de nouveaux oreillers. Je ferai disparaître toute trace de lui. Je me suis couchée, épuisée. Le sommeil est venu rapidement, profond, paisible. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, le soleil brillait. Un nouveau jour. Le premier jour de ma nouvelle vie. J'ai pris mon café sur le balcon, regardant Paris s'éveiller. Quelque part dans cette ville, Laurent se réveillait aussi, réalisant que sa vie était détruite, que tout était perdu. Je ne ressentais ni joie ni tristesse, juste une paix profonde. Justice avait été faite. Mon téléphone a sonné. Julien. Madame Émilie. Les documents sont déposés. Le divorce sera prononcé dans 6 mois maximum. Laurent a été interpellé ce matin pour interrogatoire concernant les détournements. C'est terminé. Merci, maître, pour tout. C'est vous qui avez tout fait, madame. Vous avez été remarquable. J'ai raccroché, j'ai regardé l'horizon, 58 ans, une vie devant moi, une vie libre, honnête, vraie. Laurent m'avait donné 7 jours sans le savoir. 7 jours qui avaient changé ma vie. 7 jours pendant lesquels j'avais redécouvert qui j'étais vraiment. Pas une victime, pas une femme brisée, une survivante, une combattante, une femme forte. Et maintenant, le reste de ma vie commençait, sans mensonge, sans trahison, sans lui. Et c'était magnifique, l'histoire est terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter d'où vous nous écoutez. À bientôt pour une nouvelle histoire.